Dimithénaïs là au milieu d'un silence de marbre, mes mains tremblant imperceptiblement autour de mon sac à main. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage sourde qui menaçait de me consumer. De l'autre côté de la salle d'audience, mon propre fils, Marc, se penchait vers sa femme, Léa, il riait. Un rire cruel, froid, qui résonnait dans mes oreilles comme le glace de ma propre vie. J'avais 65 ans. J'avais consacré 40 années à bâtir une famille et une entreprise de parfumerie artisanale avec mon défunt mari, Pierre. Marc était notre unique enfant, notre fierté, l'héritier que nous avions tant chéri. Mais quand Pierre est parti il y a 3 ans, le vrai visage de Marc et de Léa est apparu. Il ne restait plus que l'avidité, un appétit insatiable pour tout ce que nous avions construit. Ce jour-là, au tribunal, c'était la conclusion de leur plan machiavélique. Ils m'attaquaient en justice, cherchant à invalider la dernière volonté de Pierre. M'accusant d'être incompétente et de dilapider l'héritage familial. « Ne t'inquiète pas, chérie !» murmura Léa à Marc assez fort pour que je l'entende. Son sourire était une lame d'argent. On la laisse sans rien. Elle est vieille, elle ne se défendra pas. Marc a hoché la tête, son regard évitant le mien. Il a redressé son costume coûteux, un cadeau de mon défunt mari. Exactement. Le juge verra clair dans son jeu d'actrice. On ne lui laissera même pas un centime. Ce fut le coup de grâce. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je les ai retenus. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir brisée. J'étais peut-être une femme âgée, mais je n'étais pas une coquille vide. J'étais Héloïse, et j'avais des secrets. J'ai regardé l'horloge odysseuse de la tête du juge. L'audience allait commencer. Le juge est entré, sa robe noire imposante sur ses épaules. Il s'est assis et a ouvert le dossier. Le silence est devenu total. Marc et Léa se tenaient côte à côte, l'air vainqueurs. Ils s'attendaient à une victoire rapide. Ils s'attendaient à me voir pleurer. Le juge a levé les yeux, son regard balayant la salle, s'arrêtant sur moi. Mon souffle s'est coupé. Il a fermé le dossier, l'a posé devant lui et a retiré ses lunettes. J'ai senti que mon monde s'arrêtait. Ce n'était pas n'importe quel juge. C'était Monsieur Blanchard. Un vieil ami que Marc et Léa n'avaient jamais pris la peine de connaître. Il s'est tourné vers moi, un petit sourire presque invisible au coin des lèvres. Il a prononcé mon nom, un nom que je n'avais pas entendu dans sa voix depuis des décennies. « Madame Héloïse Vance, est-ce bien vous ?» Marc et Léa se sont figés. Leurs visages, il y a une seconde triomphant, sont devenus pâles comme des draps. Ils comprirent, en cet instant précis, que leur plan de laisser leur propre mère sans rien venait de s'effondrer. Ils avaient oublié que, dans la vie, certains liens sont plus forts que l'argent. Ils avaient oublié que j'avais des amis haut placés et que je ne suis pas la victime qu'ils croyaient. La surprise n'était pas terminée. Marc et Léa ne comprenaient pas la panique qui venait de s'abattre sur eux. Ils étaient aveuglés par leur arrogance. Ils voyaient en moi une vieille femme fragile, sans défense. Mais le juge Blanchard, lui, savait qui j'étais. Car ma vie et celle de mon mari, Pierre, avaient croisé la sienne bien des années auparavant. Un détail que mon fils avait ignoré, submergé par son orgueil et l'influence de sa femme. Il faut remonter 30 ans en arrière pour comprendre l'ampleur de cette trahison. Pierre et moi, nous avions commencé notre entreprise de parfumerie artisanale avec rien, dans le garage de notre petite maison de banlieue. Notre rêve n'était pas la richesse, mais la liberté et la capacité de donner une vie confortable à notre fils unique, Marc. Nous avions réussi. Parfum Héloïse était devenue une marque respectée dans toute la région. Nous avions déménagé dans cette grande maison que Marc et Léa convoitaient tant. Marc n'a jamais connu le manque. Il a eu les meilleurs jouets, les meilleures écoles. C'était un enfant charmant, un garçon solaire. Mais, avec le recul, je vois que nous avions semé les graines de l'égoïsme. Nous lui avions tout donné, le rendant incapable de comprendre la valeur du travail et du sacrifice. Il avait appris à prendre sans jamais donner en retour et à juger les autres selon leur niveau de richesse. Le tournant s'est produit quand il a rencontré Léa. Elle était séduisante. Oui. Mais sous cette façade se cachait une ambition froide et calculatrice. Issue d'une famille qui n'avait de noblesse que l'apparence.
Elle voyait notre entreprise, notre héritage, comme une mine d'or, et Marc, son billet d'entrée dans un monde de luxe sans effort. Au début, j'ai cru qu'elle apporterait de l'ordre dans la vie de notre fils, qu'elle le motiverait à prendre ses responsabilités. J'avais fait une erreur fatale en sous-estimant sa capacité à manipuler et à détruire. Elle l'a transformé en un homme obsédé par le statut social et le compte en banque. Dédaigneux des valeurs de travail et de modestie que nous avions toujours défendues. Quand Pierre est tombé gravement malade, il y a 5 ans, Marc et Léa ont commencé leur manège. Pierre avait toujours été le pilier de l'entreprise, le génie financier, le maître des formules de parfum. Marc était censé prendre la relève. Mais il n'avait ni l'intérêt ni le dévouement. Léa l'a convaincu d'externaliser des pans entiers de l'entreprise, de vendre des parts minoritaires à des investisseurs douteux sans même consulter son père, qui luttait alors contre la maladie. Marc, sous l'emprise de Léa, signait tout, ignorant les mises en garde de son père. Un soir, Pierre, dont le corps était affaibli, m'a appelé dans son bureau. Iuetaipali mais ses yeux brillaient d'une lucidité terrifiante. « Hello, si » m'a-t-il dit, sa voix faible mais claire. Marc est en train de détruire ce que nous avons construit. Il dépense sans compter. Il écoute cette femme et il ruine notre réputation. Il ne mérite pas cette confiance. Il m'a tendu un dossier scellé, épais, attaché par une ficelle rouge. C'est l'assurance de ta sécurité. Ce sont des documents de précaution que j'ai mis en place il y a des années, prévoyant le pire. Marc et Léa pensent que tout est à leur portée, mais ils ont oublié une chose essentielle. Je n'ai jamais fait confiance à leur cupidité. J'ai pleuré en ouvrant le dossier. Dedans, il y avait le testament original, daté d'une époque où Marc était encore un enfant, stipulant que la gestion de l'entreprise et la propriété de tous les biens familiaux reviendraient intégralement à moi. Héloïse, en cas de décès de Pierre. Ce document était légal et annulait toute tentative de Marc d'obtenir la tutelle. Cependant, Marc et Léa avaient réussi à en faire rédiger un autre. Falsifié après la maladie de Pierre, affirmant qu'ils souhaitaient que tout soit mis sous leur contrôle immédiatement. Ce faux testament, qui réduisait mes droits à une simple pension misérable, était ce qu'ils présentaient au tribunal aujourd'hui comme étant la vérité. Pierre est mort 6 mois plus tard. Marc et Léa n'ont même pas attendu la fin du deuil. Ils ont bloqué mes comptes bancaires personnels, ont changé les serrures du bureau principal de parfum Héloïse et ont commencé à me traiter comme une employée subalterne. La maison, notre maison de famille, était devenue leur territoire et j'étais l'invitée indésirable. Tu n'as plus rien à dire ici, maman, m'avait lancé Marc un jour, me coupant la parole lors d'une réunion avec des actionnaires. Léa et moi sommes les propriétaires maintenant. Occupe-toi de tes fleurs et de tes livres. Léa, assise à la place de Pierre, avait souri d'un air suffisant. Elle avait jeté les documents du faux testament sur la table. Nous avons un accord légal, Héloïse. Tout Isviel, tu as besoin de repos. Nous allons prendre soin de l'argent. J'avais vu mon héritage. Ma vie s'effondrer, mais je n'avais rien dit et j'avais attendu. J'avais le dossier de Pierre, la ficelle rouge. Et, plus important encore, j'avais le temps. Et la vengeance, comme le bon vin, se savoure froide. Je suis sortie de la salle, m'éloignant de mon fils et de sa femme qui célébraient leur victoire temporaire dans mon propre bureau. Ils pensaient m'avoir vaincue. Mais ils venaient de me donner une raison de me battre jusqu'au bout. Arme de la vérité ótimo. Vamos gerar a parte. Com a contagem de caracteres ajustada prox. $500 caracteres. Para garantir os 10 minutos de narração e manter o fluxo dramático do canal, esta é a fase onde Mark e Léa intensificam o abuso. E a narradora Elo se executa a fase silenciosa de seu plano de vingança. Roteiro TTU Eloan, mon fils et sa femme ont ri au tribunal. On dit nous ne lui laisserons rien. Mais le juge maître connaissait. Part 3. Développement escalade des demandes aproximadamente 6. 500 caracteres menos 10,5 minutos de narração Elo. Si. 65 ans, narradora après la mort de Pierre, la maison est devenue un champ de bataille émotionnel. Marc, sous la direction de Léa, avait pris le contrôle total. Il s'était installé dans la suite principale de Pierre et moi,
changeant les meubles, recouvrant les photos de mon défunt mari. Ma chambre, au 2e étage, est devenue mon refuge, ma prison dorée. Il ne perdait jamais une occasion de m'humilier. Un soir, Marc est entré dans ma chambre sans frapper. Il tenait une pile de factures. « Maman », a-t-il dit, son ton d'une froideur professionnelle, « tu dépenses trop en électricité. Tes chauffages sont trop vieux. Léa dit qu'il faut les remplacer, mais tu devras payer. Et cette femme de ménage que tu aimes tant? Est-ce fini? Nous allons engager quelqu'un de la famille de Léa, elle est moins chère. J'ai senti la brûlure de l'insulte. L'argent n'était pas le problème, c'était le pouvoir. C'était leur façon de me rappeler que j'étais dépendante d'eux. J'ai simplement hoché la tête, un sourire amer aux lèvres, et j'ai dit à très bien, « Marc, faites comme vous voulez. » Ma docilité les désarmait. Ils s'attendaient à des larmes, à des suppliques. Mon calme les rendait furieux. Léa, elle, est encore plus vicieuse. Un après-midi, j'ai organisé un petit déjeuner avec 2 de mes vieilles amies dans le salon. 5 minutes après leur arrivée, Léa est descendue, vêtue d'un peignoir en soie, l'air dérangé Héloïse. A-t-elle déclaré, sa voix forte et faussement polie. « Je suis désolée, mais cette maison est désormais utilisée pour des réunions d'affaires. Tu sais, la nouvelle image de marque de parfum Héloïse exige de l'ordre. Tes amies devraient partir. Elles font trop de bruit. » Mes amies, choquées, se sont levées immédiatement. Je me suis sentie humiliée comme jamais. Elles ont murmuré des excuses et sont parties en me jetant des regards de pitié. Quand elles ont franchi la porte, Léa a ricané. « Une fois que tout sera réglé au tribunal, tu pourras t'offrir un studio. Mère Arthur aura plus de liberté. » Le sous-entendu était clair, ils allaient m'expulser de ma propre maison. Pendant ce temps, j'agissais dans l'ombre. J'avais ressorti le dossier de Pierre, celui avec la ficelle rouge. Le document secret ne concernait pas seulement le testament, mais la structure réelle de l'entreprise. Pierre avait toujours été un homme prudent, voire paranoïaque. Il savait que notre fils avait un penchant pour la facilité. Le cœur de ma vengeance résidait dans les parts de l'entreprise. Marc et Léa pensaient détenir la majorité des actions via le faux testament. Ce qu'ils ignoraient, c'est que, des années plus tôt, Pierre avait créé un trust d'actions anonyme en Suisse, transférant discrètement 51% des parts à ce trust. Le seul bénéficiaire et administrateur de ce trust, c'était moi, Héloïse. Avec le juge Blanchard comme exécuteur testamentaire en cas de ma mort, Pierre avait confié à Dubois Blanchard ce secret, le faisant jurer de ne l'activer que si Marc et Léa tentaient de me voler ou de détruire l'entreprise. Je suis entrée en contact avec le juge Blanchard en toute discrétion, une vieille amitié, renouée dans le secret. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret, loin des regards curieux. J'ai remis les documents originaux et la preuve de la création du trust, il a tout prévu. Héloïse, m'avait dit le juge, ses yeux lisant les documents n'avaient qu'une attention méticuleuse. Marc et Léa ont pris les rênes d'une entreprise dont ils possèdent même pas le contrôle majoritaire. Ils se sont mis dans une position délicate. J'ai passé les 6 mois suivants à collecter des preuves de leur mauvaise gestion. Des factures d'hôtels exorbitantes classées comme dépenses d'entreprise. Des voyages de luxe prétendument voyages d'affaires. Et des décisions qui coûtaient des millions à Parfum Héloïse comme la vente d'une formule de parfum exclusive à un concurrent de Léa pour un prix dérisoire. Je n'étais plus une mère, mais une enquêtrice. Un jour, Marc m'a convoqué dans le bureau de Pierre. Il était triomphant. « Maman, devine quoi? Nous avons eu notre date d'audience. C'est dans 2 semaines. Léa dit que nous allons gagner, et ensuite nous vendrons la maison. Tu ne peux rien faire. » Il m'a regardé avec pitié, le même regard qu'il utilisait pour un chien errant. J'ai senti l'urgence monter. Le moment était venu. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, sans la moindre émotion, c'est dommage. « Marc, j'aimais beaucoup cette maison. » Il a ri, il n'a pas remarqué le sourire glacé qui flottait sur mes lèvres. Le piège était tendu, et la paille était la maison elle-même. Ils étaient prêts à tout pour ce qu'ils croyaient être à eux. Mais la justice de Pierre et ma propre vengeance. Arrebentou le frapper sim, vou gerar a parte agora, mantendo a contagem de caracteres em aprox.
US$ 500 caracteres para garantir o tempo de narração de 10,5 minutos e manter o ritmo do desenvolvimento da vingança. Esta é a fase do ponto de virada, onde Mark e Leah, cegos pela arrogância, descobrem o primeiro sinal de que caíram em uma armadilha, gerando pânico antes do confronto final. Roteiro. Título: Un man fuse et sa fait monter au tribunal onde dit nous ne lui laisserons rien. Mais le juge me reconnaissait. Part 4. Point de virage lá, découverte aproximadamente 6. 500 caracteres menos 10,5 minutos de narração elo. Si. 65 ans, narrador à 2 jours avant l'audience fatidique, Mark était particulièrement arrogant. Il m'avait trouvé dans le jardin, en train de tailler les rosiers que Pierre aimait tant. Il est sorti, un verre de cognac à la main, me regardant de haut d'inutile de t'épuiser. Maman, dans quelques jours, ce jardin ne sera plus ta responsabilité. Léa et moi allons vendre à un promoteur. On fera des millions. Il a bu une gorgée, satisfait. Et où iras-tu? A-t-il demandé, sans réelle curiosité. Jack, j'ai quelques plans. Marc. Ai-je répondu, ma voix plate comme la terre que je bêchais. Il a ricané. Tes plans, j'en doute. Tu n'as plus rien. Tu n'as même pas le droit de toucher au compte de l'entreprise. J'ai souri intérieurement. Il avait raison. Je ne pouvais pas toucher au compte. Mais le trust Héloïse que Pierre avait établi lui, pouvait être le coup à frapper Marc et Léa l'après-midi même. Léa était dans le bureau, planifiant une fête extravagante pour célébrer leur victoire imminente. Marc est entré en trombe, son visage livide. Il tenait son téléphone, sa main tremblante. « Marc, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Léa, irritée par l'interruption. Le compte en Suisse, Léa fa le compte de l'entreprise. Quelque chose ne va pas. Quoi? Les chiffres. Non, la banque. Le directeur financier vient de m'appeler. Un transfert énorme a été effectué. Une somme colossale. Plus de la moitié des liquidités de l'entreprise. Léa s'est levée brusquement. Quoi? C'est impossible. Nous sommes les seuls signataires. C'est ce que j'ai dit. Mais ils ont mentionné un trust à Z. Ils disent que cela fait partie d'une ancienne structure financière établie par papa il y a plus de 20 ans. Marc était en sueur. Il n'avait jamais prêté attention aux détails financiers de son père. Il s'était contenté de voir les millions s'accumuler. Léa, cependant, était plus vive d'esprit le trust. Mais, si c'est un trust, il doit avoir un administrateur. Quelqu'un qui détient la majorité. Ils ont paniqué, appelant l'avocat qu'ils avaient engagé pour me déposséder. Maître Duval, un homme corrompu et trop sûr de lui, a tenté de minimiser. C'est sûrement une erreur administrative. Marc, nous allons envoyer une injonction à la Banque suisse. Ne vous inquiétez pas, l'audience de demain va régler la question de l'héritage. Une fois que vous aurez le contrôle total, nous annulerons cette transaction. Mais le doute était semé. Léa ne pouvait pas s'arrêter de penser à cette histoire de trust. Elle est descendue en vitesse, me cherchant. Elle m'a trouvé dans le salon, lisant tranquillement un livre Héloïse. Elle s'est approchée, le visage tordu par la suspicion. Ce trust à Z. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet? J'ai levé les yeux, avec un air de confusion parfaite. Le trust? Je ne sais rien, ma chérie. Pierre s'occupait de toutes les affaires complexes. Je suis juste une vieille dame qui aime ses roses, n'est-ce pas? Mon calme là, misordelle. Ne me prends pas pour une idiote. C'est toi qui as fait ce transfert? J'ai souri. Et avec quel argent? Ma chère Léa. Tu as toi-même bloqué mes comptes personnels. Je ne peux même pas m'offrir un nouveau chemisier sans la permission de Marc. Léa hurlait de frustration. Elle a fouillé dans mes affaires, cherchant le dossier de Pierre, le testament. Maïsel ne l'y a jamais trouvé. Le juge Blanchard l'avait en lieu sûr. La véritable panique les a saisis plus tard dans la soirée. Le téléphone a sonné. C'était l'un des plus gros investisseurs de parfums Héloïse, Monsieur Fournier. Il appelait Marc, non pas pour l'entreprise, mais pour lui annoncer que, suite à la révélation d'une structure de propriété majoritaire inconnue et aux preuves de mauvaise gestion que j'avais méticuleusement collectées et transmises,
Il retirait son investissement majeur, c'était le début de la fin. Marc, affolé, a crié sur Léa « On a perdu l'investisseur !» L'argent est parti. Que se passe-t-il? Léa regardait Marc avec une expression de pure terreur. Elle a pointé du doigt mon sac à main, laissé négligemment sur la table. C'est la vieille. Elle a quelque chose. Demain au tribunal, nous devons détruire ce qu'elle a, ou nous n'aurons plus rien. Il s'attendait à ce que le tribunal soit la solution, le lieu où leur faux testament triompherait. Il n'avait pas compris que le tribunal était le piège, et que j'attendais là, les mains vides en apparence. Mais détenant lá a clé de leur chute sim, vou gerar a parte 5 agora. Esta é a sessão do clímax, que deve culminar na grande revelação no tribunal, o momento que o título da história e o público. Espera, manteremos a contagem de caracteres em aprox. Caracteres para garantir o tempo de narração de 10,5 minutos. Roteiro. Título 1 Manfield et sa fait mentir au tribunal on dit nous ne lui laisserons rien. Mais le juge maître connaissait. Part 5. Climax, l'action décisive aproximadamente 6. 500 caracteres menos 10,5 minutos de narração Héloïse, 65 ans narrador à l'air du tribunal était lourd, saturé de nervosité. Marc et Léa étaient entrés, le visage encore pâle de la nuit agité passé à tenter de comprendre la fuite de l'argent et la défection de l'investisseur, Monsieur Fournier. Ils cherchaient des yeux l'avocat Duval, leur unique espoir. Je me suis assise à ma place. Les mains à nouveau autour de mon sac à main, mais cette fois sans trembler. Je portais un tailleur simple, mais élégant, que Pierre m'avait offert pour notre 30e anniversaire de mariage. C'était une armure invisible, le juge Blanchard est entré. Le silence est tombé comme un couperet. Marc et Léa se sont redressés, affichant un air de confiance factice. Ils étaient certains que, malgré la confusion financière de la veille, le faux testament qu'ils détenaient allait me déposséder de tout. Maître Duval a commencé, avec une arrogance désagréable, à plaider leur cause, votre honneur. A-t-il déclaré d'une voix puissante, nous présentons le testament le plus récent de Monsieur Pierre Vance, qui stipule clairement que la gestion de l'entreprise Parfum Héloïse et la majorité de ses biens reviennent à son fils, Marc Vance, et à sa belle-fille, Léa Vance, en raison de l'âge et de l'inaptitude de la requérante. Il a pointé du doigt mon testament falsifié. J'ai senti le regard de Marc sur moi, plein de mépris. Léa a même eu l'audace de sourire à sa mère, assise dans le public, pour signaler leur victoire imminente. Là qu'ils ont ri, le rire cruel qui a servi de ganchot à notre histoire. Me croyant vaincu, le juge Blanchard m'a regardé. Il n'a pas réagi à la preuve présentée par Duval. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi. « Madame Vance, avez-vous des preuves pour contester ce testament? Ou des documents qui remettraient en cause la capacité de vos accusateurs à gérer l'entreprise? » C'était mon signal. L'avocat Duval s'est levé, indigné. « Votre honneur, la question est irrecevable. La preuve a été présentée. » Le juge a brandi sa main pour le faire taire. « Monsieur Duval, j'ai posé une question. Je me suis levé lentement. Mon cœur était étrangement calme. J'ai regardé Marc et Léa dans les yeux. Ils étaient pleins de triomphe. Oui, votre honneur. Ai-je dit, ma voix claire et forte, portant dans toute la salle. J'ai des preuves. Mon défunt mari, Pierre, était un homme prudent. Il avait anticipé la cupidité de certaines personnes et avait mis en place des mesures de protection. Marc a chuchoté à Léa. De quoi elle parle? C'est de la folie. Le juge Blanchard s'est alors adressé à moi, son ton devenant officiel et solennel. Madame Vance, veuillez présenter les documents pertinents au tribunal. J'ai sorti de mon sac, non pas le testament original qui était déjà entre les mains du juge, mais une liasse de documents financiers, les preuves que j'avais accumulées pendant 6 mois. Voici. Votre honneur, la preuve que Marc et Léa Vance ont utilisé les fonds de l'entreprise à des fins personnelles et frauduleuses. Ai-je commencé, ma voix s'élevant à chaque accusation? Des millions dépensés dans des hôtels de luxe, des factures fictives. Et la Vinci des une formule de parfum exclusive le cœur de notre entreprise à un prix dérisoire à une société appartenant à un cousin de Léa. Léa bondit, qu'est faux. Ce sont des mensonges. Silence.
Ordonnez le juge Blanchard. J'ai continué. Inébranlable ces actes, votre honneur. Ne démontrent pas seulement leur mauvaise gestion, mais leur intention de vider l'entreprise et de la couler. C'est là que le juge a pris la parole. Se penchant sur son pupitre, le tribunal a pris connaissance de ces preuves. Et du véritable testament de M. Pierre Vance, dont j'étais l'exécuteur testamentaire en cas de contestation. Marc et Léa ont regardé Duval, paniqué. Duval, lui, avait le front moite. Il comprenait que ce n'était pas un procès pour l'héritage, mais pour la fraude. Le juge Blanchard a poursuivi, jetant la bombe finale, de plus. Le défunt a créé une structure de sécurité il y a des années que c'est le Trost Héloïse AZ, qui détient la majorité absolue des parts de parfum Héloïse. L'administrateur unique de ce Trost est la requérante, Madame Héloïse Vance. Là, ça a été parcouru par un murmure électrique. Marc et Léa étaient figés. La couleur s'était retirée de leur visage. Ils comprenaient qu'ils n'avaient jamais possédé l'entreprise. Ils avaient passé 3 ans à dépenser l'argent d'une entreprise qu'ils n'avaient pas le droit de diriger. Le juge Blanchard a finalement prononcé la sentence, regardant Marc droit dans les yeux, par conséquent. Le testament falsifié et annulé. Madame Héloïse Vance est reconnue comme la seule propriétaire légitime de parfums Héloïse et de tous les biens immobiliers. De plus, au vu des preuves de malversation financière, le tribunal ordonne l'ouverture immédiate d'une enquête pour fraude contre Marc Vance et Léa Vance. Le visage de Marc a pris une teinte verdâtre. Léa, elle, est effondrée en larmes, ses mains sur sa bouche. Leur rire, qui avait résonné quelques minutes plus tôt, s'était transformé en un silence de terreur. C'était la justice. La vengeance de Pierre, exécutée par ma main, Sim. Vamos gerar a parte 6, a fase de resolução imediata, que detalha as consequências imediatas da audiência para Marc e Léa. E o primeiro momento de paz da protagonista, manteremos a contagem de caracteres em Avodollar. Caracteres para garantir o tempo de narração de 10,5 minutos e a duração total do vídeo. Roteiro. Título Un man fused sa fait montrer au tribunal dit nous ne lui laisserons rien. Mais le juge maître connaissait. Partiste résolution immédiate, la réaction et les conséquences. Aproximadamente 6,5 caracteres menos 10,5 minutos de narração elo. Si. 65 ans narrador à le silence qui a suivi la sentence du juge Blanchard était plus assourdissant que n'importe quel cri. Les menottes de la cupidité venaient d'être passées au poignet de Marc et Léa. Marc, mon fils, s'est levé, son visage trahissant une confusion totale. Mais non, c'est ma maison, c'est mon héritage. A-t-il bégayé, se tournant vers l'avocat Duval, mais Duval avait déjà fait profil bas. Ramassant ses dossiers en toute hâte, le visage aussi rouge que la ficelle du dossier de Pierre, Léa a hurlé, un cri strident de rage et d'incrédulité. Elle s'est avancée vers le pupitre du juge, mais un huissier l'a retenue. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes la famille. Cette vieille dame n'est qu'une. » Sa phrase s'est éteinte quand elle a croisé mon regard. Mon regard n'était pas celui d'une mère, mais celui de la justice imperturbable. L'audience s'est levée. A déclaré le juge Blanchard, un léger soupir de soulagement dans sa voix, je suis sortie du tribunal sans regarder Marc ou Léa, je n'avais plus de larmes, seulement une paix froide. Le juge Blanchard m'a rejointe dans le couloir. Son expression habituellement sévère s'étant adoucie, Pierre aurait été fier de vous, Héloïse, m'a-t-il murmuré. Maintenant, la sécurité de votre entreprise et de vos biens est restaurée. La justice, parfois, arrive. Je l'ai remerciée chaleureusement. Notre vieille amitié avait sauvé l'œuvre de ma vie. Je savais que les procédures de Marc et Léa pour fraude prendraient du temps, mais la bataille principale était gagnée. Quand je suis rentrée à la maison, le contraste était frappant. La veille, c'était la maison de Marc et Léa, pleine de leur arrogance et de leurs affaires. Ce soir-là, c'était ma maison, silencieuse. Comme si elle respirait à nouveau après une longue maladie, j'ai trouvé Marc et Léa dans le salon, leurs valises à moitié pleines. Ils avaient compris la sentence, ils étaient des intrus sans aucun droit. Léa a pointé du doigt mon sac à main, toujours le même. Tu avais tout ça dans ce sac. Tu as tout planifié. J'ai souri, un vrai sourire cette fois, empli de liberté. Non, Léa, Pierre avait tout planifié. Moi,
J'ai juste attendu le bon moment pour révéler la vérité. Vous avez confondu ma patience avec ma faiblesse. Marc s'est approché, les yeux rouges. Il a essayé une dernière fois de jouer sur l'émotion. Maman, tu vas faire ça à ton propre fils. J'ai levé la main pour l'arrêter. Je t'ai donné tout mon amour et ma confiance pendant 40 ans. Tu m'as récompensé en tentant de me jeter à la rue, en volant l'œuvre de ton père. Tu as fait ton choix. Marc, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai sorti mon téléphone et appelé la sécurité. S'il vous plaît, faites sortir les locataires illégaux. Ils doivent quitter la propriété immédiatement. Ce fut l'instant le plus difficile, mais nécessaire. J'ai regardé Marc et Léa être escortés hors de la maison. Léa pleurait bruyamment, plus par rage de perdre que par tristesse. Marc, lui, était un fantôme, l'enfant gâté qui venait de comprendre que son monde de luxe venait d'exploser une fois la porte refermée, le silence est revenu. J'ai marché vers le bureau de Pierre. J'ai retiré le faux testament qu'ils y avaient laissé. Je l'ai déchiré en 1000 morceaux, les laissant tomber dans la poubelle. J'ai pris une photo de Pierre et je l'ai remis sur son bureau. J'ai ensuite regardé la fenêtre. Le jardin était toujours là, mes rosiers avaient survécu à la tempête. La première phase de ma vengeance était terminée. J'étais libre, la propriétaire légitime, et surtout, j'avais rendu justice à la mémoire de mon mari. Mais l'histoire ne faisait que commencer pour Marc et Léa. Ils allaient devoir affronter les conséquences de la fraude qu'ils avaient commise. Après l'expulsion de Marc et Léa, la vie a retrouvé un rythme plus lent, plus juste. Les premiers jours étaient étranges. La maison était vaste et vide, mais ce vide était infiniment plus agréable que la présence toxique de mon fils et de sa femme. J'ai passé une semaine entière à retirer leurs traces, les décorations prétentieuses de Léa, les gadgets inutiles de Marc, et surtout, j'ai remis la photo de Pierre à sa place d'honneur. J'ai repris les rênes de Parfum et Loïse. L'entreprise avait subi des dégâts. Miles, la trust qui détenait la majorité des actions, avait protégé l'essentiel. J'ai réintégré les anciens employés que Marc et Léa avaient licenciés, y compris ma fidèle femme de ménage, et j'ai commencé la tâche difficile de restaurer la réputation et la solidité financière de l'entreprise. C'était un travail épuisant, mais c'était mon héritage, l'œuvre de ma vie avec Pierre, et je le faisais avec joie. Concernant Marc et Léa, les nouvelles n'ont pas tardé à arriver. L'enquête pour fraude menée par le juge Blanchard a révélé l'ampleur de leur détournement de fonds et de leur mauvaise gestion. Ils n'avaient pas seulement tenté de me déposséder. Ils avaient mis en péril des centaines d'emplois. Leurs comptes étaient gelés. L'argent qu'ils avaient réussi à transférer à l'étranger a été saisi pour rembourser les pertes de l'entreprise. Ils se sont retrouvés sans rien, sans maison, sans entreprise, et avec des accusations criminelles sur le dos. Léa, incapable de faire face à la honte, a quitté la ville, retournant vivre chez ses parents avec une réputation brisée. Marc, lui, a tenté de me contacter. Des appels téléphoniques pleins de larmes, des messages implorants. « Maman, je suis désolée. Je n'ai plus d'argent, aide-moi. » J'ai pris un seul appel, un après-midi où j'étais dans le jardin. Sa voix était brisée, il n'était plus le fils arrogant. « Tu as fait ton choix, Marc. J'ai essayé de te parler, de te mettre en garde, mais tu as préféré écouter la cupidité. La vie que tu mènes aujourd'hui est le résultat de tes propres actions, pas de ma cruauté. J'ai sauvé l'entreprise de ton père. Je ne peux pas te sauver de toi-même. » J'ai raccroché doucement. Ce n'était pas un acte de haine, mais un acte de protection de ma propre paix et de ma dignité. Aujourd'hui, Héloïse est une femme libre et respectée. Je gère l'entreprise avec une nouvelle équipe, plus honnête et plus dévouée. Je voyage, je profite de mon jardin, et j'ai retrouvé mes amis. La justice m'a rendu la paix que la trahison de mon fils avait volée. Cette histoire est un rappel. L'argent révèle toujours le vrai caractère des gens. Marc et Léa n'ont pas perdu l'héritage parce que je l'ai volé. Ils l'ont perdu parce qu'ils ont révélé, par leur cupidité et leur cruauté, qu'ils n'étaient pas dignes de le recevoir. La vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans l'honneur et le respect de ceux qui nous aiment. Le juge Blanchard a agi, non pas par favoritisme, mais parce qu'il croyait en la justice et qu'il avait les preuves de la vérité. Et moi, Héloïse,
J'ai appris que même la plus aimante des mères doit parfois se transformer en guerrière pour défendre son héritage et l'honneur de ceux qui ne sont plus là. Je suis assise sur le porche, regardant le soleil se coucher sur la maison de pierre. Je ne suis plus la victime. Je suis la gardienne. Et cette maison, mon sanctuaire, restera le témoin de la justice accomplie.